Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous. Je reconnais d'ailleurs dans l'assistance plusieurs noms et pseudos familiers. Donc, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de notre série webinaire portant sur l'accès aux médicaments révolutionnaires contre la FK Trikafta. Je m'appelle Olivier, je suis directeur général régional chez Fibrose Kystique Canada et je serai ce soir accompagné de deux invités spéciaux pour passer en revue la position de Trikafta dans l'environnement politique canadien et québécois, mais surtout aussi sur la manière dont vous pouvez vous joindre à l'effort afin que Trikafta soit mis entre les mains de ceux qui en ont besoin maintenant. Nous débuterons notre programme par une revue du contexte politique canadien et québécois, donc une présentation de Pascal Chouinard. Pascal est directeur de compte chez Hill & Knowlton et se joint à nous ce soir à titre d'expert. Donc, Pascal est fort de nombreuses années à œuvrer en politique, en santé, où il a notamment occupé le poste de conseiller spécial au cabinet du ministre de la Santé, où cette fonction stratégique l'a notamment amené à conseiller le ministre sur les enjeux liés au secteur pharmaceutique et aussi à contribuer au positionnement du créneau des sciences de la vie. Nous serons aussi accompagnés de Charles Serrois, membre du Réseau national de défense des droits de Fibrose Kystique Canada, bénévole de longue date, réel leader communautaire dans sa région. Charles nous partagera son expérience à titre de défenseur afin de pouvoir démystifier ce rôle clé au sein de notre communauté. Pascal et Charles, merci de vous joindre à nous ce soir. Et avant de débuter, voici quelques points d'ordre général. Donc, nous avons reçu plusieurs questions avant la séance d'aujourd'hui auxquelles Pascal et Charles répondront pour la plupart là, durant leur présentation. Nous prendrons aussi soin en fin de séance de répondre aux questions qui nous seront dirigées durant le webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions directement dans Zoom en utilisant la fonction Q&R ou encore dans la fenêtre de clavardage qui s'affiche au bandeau au bas de votre écran. Veuillez aussi noter que ce webinaire est déjà en cours d'enregistrement. Donc, plusieurs nous ont posé la question, ne peuvent pas être présents aujourd'hui, mais il sera disponible sur notre site web, sur notre chaîne YouTube et sur les médias sociaux dans les jours qui suivent. Je tiens aussi à prendre un bref instant pour remercier nos donateurs, dont la généreuse contribution rend possible notre travail de défense des droits, ainsi que ce type de conférence éducative. Je tiens également à remercier tous nos bénévoles dont le temps et le fidèle engagement contribuent à faire avancer la cause des familles FK. Débutons maintenant en accueillant Kelly Grover, présidente et chef de la direction de Fibrose Kystique Canada. Kelly tenait à s'adresser à vous avant de débuter le webinaire. Donc, à vous, Kelly. Merci, Olivier. Bienvenue à tous les participants au webinaire de ce soir. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux experts extraordinaires qui nous feront part d'informations intéressantes sur le climat politique alors que nous continuons à plaider pour l'accès à Trikafta et à d'autres médicaments. Notre communauté a prouvé l'année dernière que nous sommes une force aînée pas négligée et ça ne s'arrêtera pas tant que les personnes fibrokystiques n'auront pas accès aux médicaments dont ils ont besoin. Nous avons un travail important à faire au niveau provincial et nous espérons que ce webinaire vous donnera des informations utiles et qu'il vous rappellera l'impact que chacun de nous peut avoir pour créer un changement. Je vous remercie de votre temps et de votre soutien. Je vais maintenant me joindre à mes collègues et vous encourage à poser des questions et à apprendre le plus possible de Pascal et Charles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kelly. Maintenant, Pascal va nous donner un aperçu de l'environnement politique au Canada et au Québec et de ce que ça signifie pour la communauté fibrokystique en général, mais aussi par rapport à l'accès au traitement modulateur de la FK, comme Trikafta. Donc, Pascal, à toi. Merci beaucoup, Olivier. Merci aussi à Kelly et à tout Fibrose Kystique Canada de m'avoir invité aujourd'hui à m'adresser à vous. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais le faire. Je vais pouvoir parler d'une de mes passions, qui est le système de santé, la politique, mais également toute la place que vous, comme patient, vous pouvez prendre à l'intérieur de ces secteurs-là. Donc, votre voix est importante et il faut s'assurer de bien la faire entendre. Donc, je vais partager mon écran. Donnez-moi quelques secondes.
Donc, on va débuter avec une perspective fédérale et provinciale pour la prochaine année. Puis ça peut nous amener également à l'année électorale au Québec qui est prévue en octobre 2022. Donc, les sujets que je vais aborder avec vous aujourd'hui, une brève révision de la scène fédérale. On va parler de Trikafta et de l'INES, donc où en est actuellement l'évaluation de Trikafta pour qu'il soit inscrit, que vous puissiez y avoir accès. Les enjeux au niveau de la santé provinciaux, les maladies rares au Québec, le délestage au niveau des greffes et des chirurgies et comment approcher le gouvernement. Les enjeux fédéraux, écoutez, je vais être assez bref sur cette section-là. J'ai tenté de vous mettre là en point ce que je considère en ordre chronologique, l'importance que les sujets ont. La gestion de la COVID, je ne vous apprends pas, ce n'est pas une grande surprise là, de le mettre en première position. Tous les niveaux de gouvernement sont aux prises avec cette gestion-là. Au niveau fédéral, c'est l'approvisionnement en vaccins, la distribution de ces vaccins-là auprès des différentes provinces. Donc, il y a énormément de pression sur le gouvernement pour bien figurer à ce niveau-là. C'est la question qui actuellement touche le gouvernement et occupe son attention en grande partie. Un autre sujet que je considère important à considérer, c'est les élections qui sont fort possibles en 2021. On parle de 2 fenêtres au niveau du fédéral, donc soit un petit peu plus tard ce printemps ou bien une élection plus tardive à l'automne. Les scénarios semblent assez forts qu'il y ait une élection dès 2021. Les libéraux sont actuellement en bonne posture pour au moins former à nouveau un gouvernement minoritaire. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ça amène plusieurs opportunités également, là, des élections au niveau fédéral, pour essayer de tenter de se faire entendre auprès des élus et de ceux qui vont vouloir devenir des élus. La question du National Pharmacare, donc une couverture d'assurance médicaments universelle pour l'ensemble des Canadiens. C'est un projet fort que le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé lors des dernières élections. C'est quelque chose qui est en train tranquillement de se mettre en place. Ça demande beaucoup de négociations avec les provinces, mais le gouvernement libéral avait jugé bon de le faire par étapes. Donc, on pense là, à déterminer une liste de médicaments, de travailler sur une stratégie sur les maladies rares au niveau fédéral. Donc, c'est intéressant donc de voir comment que les médicaments qui sont plus dispendieux peuvent être rendus accessibles à la population et également de mettre en place une agence nationale du médicament. Donc, c'est 3 petites étapes que le gouvernement souhaitait mettre en place puis avancer dans ce dossier-là. C'est quelque chose qui risque d'être encore un enjeu lors de la prochaine élection. Il n'y aura pas de National Pharmacare à proprement dit d'ici les prochaines élections. Ce serait peu probable, du moins. Donc, c'est quelque chose qui va être encore là, maintenu et à l'ordre du jour. La partie sur les maladies rares, bien, il y a des consultations actuellement au niveau fédéral. Donc, c'est une belle opportunité là, de se faire entendre et de commenter. L'autre dossier qui est beaucoup d'actualité parce qu'aujourd'hui même, il y a eu une sortie des différents premiers ministres des provinces envers le fédéral. Donc, on arrive au mois de mars, c'est à la fois au niveau des provinces, mais au niveau du fédéral, c'est le mois du budget. Donc, l'année budgétaire elle se termine et habituellement, le ministre des Finances annonce le budget pour l'année qui s'en vient. Donc, ça donne l'opportunité d'avoir des investissements dans les secteurs ciblés. Il y a eu un front important des premiers ministres de plusieurs provinces pour demander au fédéral d'accroître les transferts au niveau de la santé. Les provinces jugent qu'actuellement, le taux de croissance des dépenses en santé est de 5 %, ce qui est important. Et ils vont avoir besoin de l'aide du fédéral pour venir permettre aux provinces de couvrir l'ensemble des coûts liés au réseau de la santé. Oups. Donc, maintenant, abordons Trikafta et l'INES. En réalité, ici, le processus de Trikafta est déjà bien enclenché au Canada. Donc, il y a eu une révision prioritaire qui a été accordée par Santé Canada. Et simultanément, il y a
des évaluations qu'on appelle pré-NOC qui ont été effectuées par CADET et par l'INES. On peut s'attendre là à avoir des décisions de ces deux branches d'évaluation. Donc, si vous êtes moins familier, CADET, c'est la branche qui évalue l'organisme qui évalue les médicaments au niveau canadien. Et le Québec s'est doté de son propre organe d'évaluation, qui est l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Donc, dans l'ordre prioritaire des choses, Santé Canada détermine si un médicament n'est pas nocif pour la santé, donc ne cause pas plus de problèmes que ce qu'il peut amener comme bénéfice. Une fois que ceci est fait, les deux organismes d'évaluation, CADET et l'INES, regardent la valeur thérapeutique du médicament. Donc, ils jugent si l'apport que le médicament a à la santé des gens est important. Et par la suite, c'est pratiquement rendu un mal nécessaire. Là. Tous les médicaments qui reçoivent là, une valeur thérapeutique dite positive, donc on reconnaît la valeur thérapeutique d'un médicament, se retrouvent à l'APP, c'est l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique. C'est les provinces qui sont réunies pour négocier avec les compagnies afin d'obtenir des meilleurs prix. Donc, j'ai connu une époque, moi, à mes débuts, au ministère de la Santé, où on n'avait pas, l'APP n'existait pas. Donc, c'était à toute fin pratique là, impossible d'admettre des médicaments qui étaient dispendieux. Il y avait deux critères à ce moment-là qui étaient pris en considération, la valeur thérapeutique, mais également la valeur pharmaco-économique. Donc, on essayait d'évaluer, oui, on reconnaissait une valeur au médicament, mais par rapport au coût, est-ce que sociétalement, on était en mesure de pouvoir se payer ce médicament-là? Et plusieurs médicaments ne passaient pas cette barrière-là au niveau des maladies rares. On le constatait beaucoup, mais on le constatait également au niveau de plusieurs types de cancers dont le Québec faisait pied de figure. Donc, le fait qu'on puisse se joindre à l'Alliance pan-canadienne avec les autres provinces et qu'on puisse négocier les prix de ces médicaments-là, qui souvent ont des coûts assez importants, ça fait en sorte qu'on puisse les intégrer dans nos régimes provinciaux avec, bien entendu, une entente avec le fabricant. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, puis c'est une avancée majeure au niveau des patients parce que souvent, ces médicaments-là devaient être retournés à l'INES avec des baisses de prix et après 3 évaluations, ils ne pouvaient pas être soumis. Donc, moi, j'ai vu des médicaments qui ont eu 3 refus puis qui ne pouvaient plus être soumis à nouveau à l'INES. Donc, maintenant, on n'est plus dans cette situation-là. Donc, c'est une bonne chose. Et la dernière étape, une fois que la négociation entre le fabricant et l'APP est conclue, bien, chacune des provinces doit l'inscrire dans son régime. Donc, ces éléments-là sont négociés à la fois au Québec, mais également en Ontario et du Prince-Édouard. Donc, chacune des provinces doit ratifier l'entente de son côté. Je vais passer à la section santé au Québec. C'est un domaine que je connais beaucoup. Olivier a fait un bon résumé de mes fonctions passées. Ça fait maintenant 3 ans que je suis chez Hill & Knowlton. Auparavant, j'ai été plus de 10 ans dans le réseau de la santé, dont 7 à titre de conseiller politique. J'ai débuté en 2010 sous Yves Bolduc et j'ai poursuivi aussi sous Gaétan Barrette. Donc, j'ai eu une bonne expérience de plusieurs dossiers, dont des dossiers qui, on va le voir un petit peu plus loin, là, vous touchent un peu plus près. Donc, les débuts et l'amorce de la stratégie québécoise sur les maladies rares. J'étais présent en poste à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un secteur que je priorise et que je suis avec beaucoup d'intérêt. Je vous ai mis comme première diapositive ici la croissance des dépenses en santé. Je viens de vous mentionner que les premiers ministres se sont mis ensemble pour demander un transfert au fédéral. Vous voyez qu'est-ce qui était prévu au niveau du ministère des Finances. Donc, on prévoit des hausses de budget de 4,2 et 4,1 alors que les dépenses réelles augmentent de 5 donc il y a un manque à gagner. Et c'est à ce niveau-là que les ministres là, tentent de mettre de la pression pour que le fédéral puisse venir combler puis qu'on puisse maintenir un taux de croissance au niveau de la santé là, qui va permettre de maintenir les coûts du système, mais également d'accroître les services à la population. Et là lorsqu'on veut voir les services qui vont être offerts à la population,
mais actuellement, il y a plusieurs priorités que le gouvernement a dans son rétroviseur. L'une de celles-ci, c'est la santé mentale. J'aurais pu mettre la santé mentale également au niveau fédéral, mais au niveau de la province de Québec, il y a beaucoup d'investissements que le gouvernement va devoir faire à ce niveau-là. C'est déjà un sujet qui était important avant la COVID. C'est un sujet qui risque de s'amplifier après la COVID et qui risque de s'échelonner sur quelques années. Donc, la santé mentale va devenir là, un endroit où on peut s'attendre à avoir des investissements importants de la part du gouvernement. Les soins à domicile, ça fait déjà plusieurs années qu'on met beaucoup d'argent dans les soins à domicile. Il faut savoir que la population du Québec vieillit de plus en plus et demeure de plus en plus à son domicile le plus longtemps possible. Et c'est ce que tous les gouvernements souhaitent. Donc, on souhaite que les gens puissent demeurer le plus longtemps possible chez eux. Mais en même temps, il faut pouvoir leur offrir des soins pour y arriver. Donc là, il y a une demande qui est accrue au niveau des soins à domicile et le gouvernement va devoir là, continuer à investir sur une base régulière pour pouvoir faire en sorte que ces soins-là se développent de plus en plus au Québec. La première ligne, qu'est-ce que j'entends par première ligne? Bien, c'est vos médecins de famille, c'est l'urgence, c'est les hôpitaux, toutes les consultations que vous faites au niveau médical. Tous les gouvernements promettent beaucoup au niveau des temps aux urgences, de l'accès à des médecins de famille. Donc, c'est quelque chose qui est très important, qui n'est pas nécessairement toujours facile à livrer. Le réseau de la santé est complexe, les gens ont des habitudes. On a tendance au Québec, quand on se sent un peu moins bien, de se rendre à l'urgence. Ça a été souvent la seule porte pratiquement qu'il y avait au réseau de la santé et c'est resté beaucoup dans les mœurs des gens. Donc, l'urgence demeure encore là, pour plusieurs l'endroit, quand tu ne te sens pas bien, je m'envoie à l'urgence. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la première ligne, de s'assurer de changer justement les portes d'entrée du réseau, plus fonctionner avec les groupes de médecine familiale, les GMF, utiliser de plus en plus la télémédecine qui, la COVID a eu plusieurs éléments négatifs, mais au niveau de la télémédecine, je vous dirais que ça a permis au gouvernement de faire beaucoup d'avancées à ce niveau-là, aux fédérations de médecins qui étaient plus difficiles à convaincre de passer à ce niveau-là. Donc, on a des développements qui sont positifs au niveau de la télémédecine, puis qui va changer nécessairement la pratique de première ligne, mais ça demeure une priorité du gouvernement parce que souvent, c'est là que les manchettes se retrouvent au niveau des médias. Habituellement, là, cette année, on est dans une année particulière avec la COVID, mais si on se rappelle des années précédentes, habituellement en janvier, c'est un petit peu plus tranquille après les fêtes, bien, on a des manchettes d'urgence qui débordent. Donc, c'est toujours une priorité, là, puis une préoccupation gouvernementale. Les chirurgies, je ne l'aurais probablement pas mis avant la COVID. Les chirurgies avaient été améliorées grandement lors des 10 ou 15 dernières années. Il y a eu des investissements de la part du fédéral, beaucoup pour aider les provinces là-dessus. Puis il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, entre autres au Québec, pour diminuer la liste de chirurgies. Celle-ci, malheureusement, à cause de la COVID, a grimpé en flèche. On se retrouve peut-être à 15 ou 20 ans derrière maintenant avec les 140 000 cas en attente d'une chirurgie. C'est quelque chose qui est préoccupant. C'est quelque chose que le gouvernement va devoir mettre des efforts et investir de l'argent pour pouvoir trouver des solutions. Il y a plusieurs choses qui sont faites actuellement. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les chirurgies. Je ne veux pas rentrer dans le vif du sujet pour le moment parce que j'en parle un petit peu plus loin, mais c'est nécessairement quelque chose là, qui va devoir être sur le radar du gouvernement. Personnel du réseau de la santé, bon, écoutez, c'est la santé des professionnels de la santé qui est mis à rude épreuve actuellement avec la COVID. On voit plusieurs, là, il y a plusieurs négociations avec les syndicats actuellement, puis différents corps de professionnels de la santé. Donc, c'est assurément là aussi là, un endroit où le gouvernement va devoir investir là, dans les conventions collectives pour s'assurer justement que les gens aient une charge de travail équilibrée, mais aussi que le personnel du réseau puisse avoir une bonne santé, puis pour justement maintenir la santé de la population du Québec. Et finalement, les aînés, tout ce qui est les soins aux aînés au Québec, il y a un projet audacieux de développement des maisons des aînés qui va venir en quelque sorte soutenir les CHSLD dans un premier temps et à long terme les remplacer. Donc, il y a beaucoup d'investissements au niveau des aînés qui vont être faits dans les prochaines années. J'ai sorti une petite citation du ministre
du ministre Dubé qui a été publié dans Le Devoir le 13 octobre 2020. Le ministre répète qu'il faut distinguer ce qui est urgent, donc ce qui est la COVID-19 à ce moment-ci, de ce qui est important. Pour résumer ce qui est important, le ministre répète à son équipe de penser à l'UQAM, pas à l'université, mais un acronyme pour urgence, chirurgie, aînés et médecins. Les 4 maillons faibles auxquels il entend consacrer son énergie. Je pense que cette phrase-là vient préciser vraiment quels sont les défis selon M. Dubé là, qu'il va devoir consacrer lors des 2 prochaines années qu'il mène à l'élection. Passons aux maladies rares. Comme vous le savez, ça fait quelques années maintenant qu'on parle d'une politique nationale sur les maladies rares au Québec. C'est un dossier qui a été mené à bout de bras par plusieurs organisations auprès du gouvernement. Je vous ai mis une montagne russe ici parce que c'est un dossier qui, des fois, se retrouve vraiment là, on est dans le haut, on est content. Après ça, on se retrouve dans le bas de la montagne, on remonte. C'est quoi les sommets de la montagne? C'est les différents ministres qui occupent des fonctions et l'importance qu'ils accordent au dossier des maladies rares. Je me rappelle, en 2010 jusqu'à 2012, j'ai été présent avec Dr. Bolduc. Je peux vous confirmer que Dr. Bolduc est un défenseur assidu des maladies rares. On a fait beaucoup d'avancées à ce niveau-là. Puis, il y avait un vent. On était dans le haut d'une des montagnes russes, on était dans le sommet. Le ministre Hébert est arrivé, il n'a pas été là longtemps, remarquez, là, je ne veux pas. Il n'a peut-être pas eu le temps d'accomplir ce qu'il voulait faire à ce niveau-là, mais les 18 mois que le ministre Hébert a été là, l'emphase a été mise sur d'autres dossiers. Le dossier des maladies rares a été mis un peu de côté. Ensuite, le ministre Barrette est arrivé. Ça n'a pas été, le dossier des maladies rares n'a pas été mis en priorité. Il est arrivé avec des grandes réformes. Donc, c'est le réseau qui a été réformé, projet de loi pour les médecins. Donc, il y a eu plusieurs projets de loi, mais le dossier des maladies rares a été mis à l'écart. Quand la ministre McCann est arrivée, là, on a ressenti qu'on était reparti en montant, qu'on arrivait encore au sommet d'une montagne. Mme McCann a été très proactive, a donné des suites. D'ailleurs, on a des éléments là, que je vais vous présenter à la prochaine diapositive là, qui démontrent là, sa proactivité là-dedans. Ce qui nous mène où? Ça nous mène au ministre Dubé. Là, je vous ai mis le petit virus de la COVID. C'est sûr que le ministre Dubé est occupé beaucoup actuellement par la COVID. C'est difficile de voir réellement l'importance qu'il accorde aux maladies rares à ce moment-ci. Toutefois, la CAQ s'est engagée là, à aller de l'avant sur une stratégie nationale. Donc, j'ai bon espoir qu'ils vont tenter de faire bouger les choses de manière proactive d'ici les élections de 2022. D'ailleurs, excusez-moi, je vous ai mis un petit timeline ici, une ligne du temps, pour démontrer que si on remonte là, en octobre 2010, le ministère exprime son intention d'établir une stratégie pour le Québec en matière de prise en charge des maladies rares, ce qui nous a amené à envoyer un mandat à l'INES, dont l'INES a pris le mandat, puis en août 2011 a publié un rapport intitulé « Prise en charge des maladies rares, expériences étrangères ». C'était en grande partie une révision de la littérature de ce qui se fait ailleurs, pour voir comment on pourrait positionner le Québec. Et là, ça a pris du temps avant qu'on ait de quoi. Après ce rapport-là, il y a eu une longue période jusqu'en septembre 2018 où enfin le ministère, sous justement l'enlignement de Mme McCann, il décide de mettre sur pied un groupe de travail pour la prise en charge des maladies rares. Donc, c'est une des recommandations du rapport de l'INES de 2011, mais ça a pris du temps avant que ça soit mis en application. Et ce groupe de travail-là, mis en place en 2018, livre un rapport qui est mis sur le site du ministère en juillet 2020, où il y a une série de recommandations qui sont émises dans différents pans d'une stratégie. Donc, c'est divisé en 5 ou 6 secteurs. Donc, un secteur pour le médicament, un secteur pour la recherche, un secteur pour les corridors de soins et de services. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont traités à l'intérieur de ce rapport-là.
Et on se retrouve avec un rapport des recommandations. Maintenant, il faut implanter ça dans le réseau, il faut rendre ça vivant. Et là, on est rendu en 2021. On est rendu où ce qu'on est présentement. Il y a une mise en place de sous-comités qui visent à implanter les recommandations du rapport. Il y a plusieurs sous-comités. Les sous-comités sont au même nombre qu'il y a de sections dans le rapport. Puis, on parle de mettre en place un forum pour venir finaliser un peu le tout à la fin. Aujourd'hui, j'ai eu des discussions avec l'équipe de M. Dubé et on m'informe que, étant donné qu'ils se sont engagés électoralement d'ici la prochaine élection, ça devient une priorité pour eux d'aller de l'avant avec une stratégie mise en place d'ici 2022. Bon, il y a une question de financement de cette stratégie-là qui reste à regarder, mais il y a beaucoup d'éléments dans la stratégie qui peuvent être mis en place dans cette politique-là qui ne nécessitent pas nécessairement d'investissements importants. Il y a d'autres moyens également d'aller chercher les investissements, surtout pour les secteurs liés aux médicaments et à la recherche, les essais cliniques, ces choses-là. C'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a une stratégie québécoise des sciences de la vie au Québec. On a une stratégie sur l'innovation. Donc, c'est très positif le son de cloche que j'ai eu aujourd'hui. J'étais content en sachant que je venais vous parler ce soir. Ça détonne un peu avec la mise de côté que j'avais vu du dossier depuis le début de la COVID. C'est un dossier qui a été, je vous dirais, qui a été pénalisé là, à cause de la COVID. Là, puis je suis content de voir que là, il y a un engouement au niveau du cabinet politique d'aller de l'avant et de réaliser des choses avant les prochaines élections en 2022. Je vais vous parler un petit peu du délestage qu'il y a eu dans le réseau de la santé. On l'a vu surtout par l'entremise de Mme Lucie Opaterny, qui est sous-ministre adjointe au ministère de la Santé. Mme Opaterny a participé à une conférence de presse en même temps que M. Dubé et M. Legault, qui était fait mention justement que, à cause des lits d'hospitalisation qui étaient pris en fonction de la COVID, il fallait délester certaines chirurgies ou certaines greffes dans le réseau. En réalité, ça a été assez important comme délestage. À Montréal, on parle de 30 à 40 du taux habituel de chirurgie qui était fait, qui ont été, donc, quand vous voulez à 30-40 c'est très faible. Dans les autres régions du Québec, c'était plus 50 donc c'était un petit peu mieux, mais c'était quand même la moitié des chirurgies qui n'avaient pas lieu, qui étaient reportées. C'est quelque chose qui est très important. Début février, fin janvier, début février, Mme Opaterny a renvoyé une consigne à l'ensemble du réseau en disant, écoutez, on commence à constater un certain contrôle au niveau de la COVID. Il ne faut pas nécessairement s'emballer pour autant, mais commencer à planifier vos choses établissement par établissement pour arriver à monter vos taux. Donc, on parle d'arriver à 60 ou 70 de la capacité normale de chirurgie. Donc, il y a vraiment là, un élan qui est envoyé. Montréal, on voulait passer de 30 à 40 à 50 donc, la région de Montréal est plus mise à mal à cause de la COVID, mais en même temps, c'est un endroit où il y a beaucoup de chirurgie. Puis quand on parle de greffe, c'est un endroit qui est important. Donc, c'est à Montréal que ça s'effectue pour la plupart. Si ce n'est pas la totalité des greffes qui s'effectuent dans la région de Montréal. Donc, le fait que Montréal soit encore à 50 avec les rehaussements, bien, ça demeure inquiétant. Puis on voit que la région est encore en rouge. Il y a encore des hospitalisations dans ce secteur-là. Donc, on va souhaiter que la situation se règle rapidement. Ça va amener des choix difficiles. Le ministre va devoir probablement, puis ils l'ont fait, actuellement, ils ont conclu plusieurs ententes avec des centres médicaux spécialisés, ce qu'on appelle les CMS, pour justement déléguer certaines chirurgies à ces centres-là. Donc, c'est une des solutions que le gouvernement va avoir d'utiliser des centres privés pour pouvoir reprendre les 140 000 chirurgiens en attente, mais également, il va devoir là, regarder comment ils vont planifier mieux leurs travaux au niveau des chirurgies. Je sais qu'il y a eu des appels de solutions qui ont été proposés par le Bureau de l'innovation pour essayer de trouver des solutions de mieux faire dans le futur, donc de pouvoir réaliser plus de chirurgie dans une journée, comment ils peuvent
rendre le processus plus lean, donc plus performant, plus efficient. Donc, il y a beaucoup de travail qui va nécessiter des efforts et des investissements de la part du gouvernement dans les prochains mois, les prochaines années. Là. On ne peut pas récupérer ce nombre de chirurgies-là à l'intérieur de quelques mois. Là. On parle d'une période de 18 à 18 mois à 24 mois pour pouvoir récupérer là, un bon nombre de chirurgies qui ont été délestées. Un retour à la normalité, écoutez, je crois que c'est possible et ça va arriver. On tend vers une situation qui s'améliore. Donc, on voit déjà là, avec les consignes du gouvernement donc de dire aux établissements de faire leur choix pour ramener les niveaux de chirurgie à pratiquement 100 %. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir prochainement, un retour à la normalité, peut-être un petit peu plus tardif pour la région de Montréal, mais c'est quelque chose, là, je vous dirais, 2021-2022 vont être de la récupération beaucoup, mais on risque d'avoir ce retour à la normalité-là en 2023. Une petite diapositive bonus que je vous ai inclus, c'est pour la vaccination pour la COVID. Donc, si vous êtes inquiet, je connais la situation. Je travaille avec plusieurs organismes, les patients immunosupprimés, vous avec la fibrose cystique, vous êtes dans la catégorie, ce qu'on appelle le rang 8, qui sont les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19. Si vous, là, vous dites, OK, c'est le fun, on est dans le rang 8, c'est quand que le rang 8 se fait vacciner. Actuellement, on est dans le rang 5, 6. Le 6 est débuté dans certains endroits. 5, c'est les gens de 80 ans et plus. 6, c'est 70 à 79. Et le groupe 7, excusez-moi, c'est 60 à 69. Donc, tout de suite après, c'est le rang 8. Donc, je vous dirais que le mois de mai semble être, il n'y a pas de bris là, dans l'allocation de vaccins. Là, le rang 8, le mois de mai, là, ça a l'air d'avoir un bon match-up à cet endroit-là. On parle plus là, pour les gens qui sont dans les groupes subséquents, le groupe 9 et le groupe 10, là, qui est la population générale. C'est plus des gens qui vont se faire vacciner en juillet et août. Donc, le rang 9, ça va être plus juin. Donc, je dirais que le mois de mai, là, pour le rang 8, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête pour la vaccination. Bien entendu, si vous avez en haut de 60 ans, bien là, vous rentrez dans les groupes 7, 6 ou 5. Dernier point, mais un point très important, puis je pense que ça vient aussi cerner l'objectif de cette rencontre-là, c'est l'approche gouvernementale. Ça, c'est ce qui est le plus important. J'ai 7 ans en cabinet politique. Ça nous donne l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, d'entendre beaucoup d'histoires. Puis, on est des êtres humains, on n'est pas insensibles aux histoires des gens, au fait que les gens ne puissent pas obtenir un médicament qui pourrait leur sauver la vie. Le fait de... Je peux vous donner là, une petite anecdote rapide. Lorsque on m'a pris en charge quand je suis arrivé, je n'avais pas d'expérience au niveau politique, donc j'ai été accompagné lors de mes premières rencontres. La première rencontre que j'ai faite seule, je vais m'en rappeler toute ma vie, c'est avec la Fondation du cancer du rein. Et j'avais quelqu'un qui était malade, qui était atteint du cancer. Et l'INES, à l'époque, comme je vous mentionnais un petit peu tout à l'heure, on pouvait refuser des médicaments pour des raisons de coût. On avait refusé 2 médicaments parce que le coût était jugé trop important versus les bénéfices que ça procurait aux patients. Et là, moi, j'avais ce monsieur-là qui était, je vous le dis, là, il était en mauvais... il n'allait pas très bien, avec un médecin et la personne qui représentait le cancer du rein, qui venait me dire, pourquoi vous avez refusé l'accès à ces médicaments-là aux patients. Comme à l'époque, j'avais 30 ans, comme jeune homme, on ne reste pas insensible à cette situation-là. Puis on veut tenter de changer les choses. C'est possible de changer les choses. Ça a fait en sorte que 2 ans après, on a réussi à intégrer
le ministre Bolduc et moi, un nouveau processus pour les cancers, les médicaments de cancer. Puis on a eu une augmentation du taux d'acceptation des médicaments au niveau de l'oncologie assez importante au Québec, alors qu'on était l'une des pires provinces au Canada. Donc, c'est des rencontres qui sont importantes. Donc, il faut que vous preniez vraiment là, vos histoires personnelles, ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous vivez, c'est important. C'est important que vous puissiez le transmettre aux bonnes personnes également. Là, je vous ai mis 3 petites personnes autour de mon écran. Le ministre Christian Dubé, vous l'aurez reconnu en bas à gauche. Et j'ai mis le ministre Dubé et son équipe. Donc, c'est des gens qui sont importants. Son équipe, en grande partie, c'est Martine Perrault, qu'on voit juste en haut de lui. Martine est responsable de la stratégie des maladies rares. Elle est aussi responsable de l'accès aux médicaments au Québec. Donc, elle a un rôle assez important en ce qui concerne, pour exemple, Trikafta, mais également tout ce qui va suivre avec les maladies rares. C'est quelqu'un qui est clé. Je sais que Fibrose Cystique Canada, par son équipe du Québec, sont en lien avec Martine sur une base régulière. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment important dans le rouage. Je vous ai mis Marilyn Picard, la députée de Vaudreuil-Soulanges. Marilyn Picard a milité longtemps pour Parents jusqu'au bout. Elle s'est présentée lors des dernières élections. Elle a été élue. C'est l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé. C'est également elle qui participe à beaucoup d'activités sur les maladies rares. Encore dernièrement, il y a eu la journée des maladies rares la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et c'est Marilyn Picard qui a fait un discours lors de la journée là, au nom de son gouvernement. Donc, c'est quelqu'un qui est très important à rencontrer ou à interpeller. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, je vous conseille fortement de le faire. Et finalement, votre député local, c'est la personne qui vous représente. Donc, c'est la personne qui doit défendre vos intérêts. Peu importe qui est votre député, c'est un ministre, c'est quelqu'un de l'opposition, c'est quelqu'un qui forme le gouvernement, mais qui n'a pas de fonction. C'est plus difficile dans le cadre de la COVID parce qu'actuellement, les activités sont toutes faites virtuellement, puis c'est plus difficile de prendre la parole virtuellement. Puis on ne veut pas nécessairement compter notre histoire à l'ensemble des gens qui participent à une rencontre. Souvent, ce n'est pas permis de le faire, tout dépendant de la formule. Vous allez pouvoir éventuellement revoir ces gens-là dans les activités. Souvent, les députés veulent rencontrer leurs gens, ils multiplient les activités dans leur comté afin que les gens puissent venir leur poser des questions. Moi, je vous encourage fortement à aller rencontrer votre député, lui parler, lui dire ce que vous vivez, lui demander, dire, bien, écoutez, moi, je veux avoir accès à un médicament, on a de la difficulté. Ces gens-là, ils ont accès au ministre de la Santé, ils le rencontrent, ils lui parlent. Puis quand vous utilisez vos mots, vous utilisez votre vécu, ça a toujours un impact plus grand. Je travaille dans une firme, là, puis on aide souvent les associations à faire de l'advocacy puis à faire de l'engagement auprès du gouvernement, puis c'est correct, mais vous, comme personne, vous avez un impact ultra important si vous êtes en mesure de pouvoir compter votre histoire. Vous pouvez l'envoyer par écrit, un courriel, demander à votre association, à votre groupe qui vous supporte, comment les coordonner, mais je vous encourage fortement à le faire. Là, je pense que c'est quelque chose d'important. Et là, je vois qu'Olivier apparaît dans mon écran, donc je vais approcher de la fin de mon temps. Donc, merci. C'était la prochaine slide. Donc, je pense qu'on est correct. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. C'est une très, très bonne revue, très complète. J'ai particulièrement aimé la citation du ministre Dubé, là, où il misait sur ce qui était important tout en n'ignorant pas ce qui est urgent, mais ça démontre que oui, au-delà de la COVID, il y a encore bien des enjeux en santé qui prennent l'attention de l'équipe au ministère. Donc, à nous maintenant, à titre de communauté, de groupe de patients, de donner de l'importance à notre voix à travers nos actions. Donc, je vais, avant de céder la parole à Charles, je vais quand même prendre un petit instant pour justement faire un peu un état des lieux de où on en est présentement dans notre plan d'action. Vous le savez, Fibrose Cystique Canada est actif, puis on porte quand même un leadership important dans nos relations gouvernementales pour améliorer le sort de ceux qui sont touchés par la maladie.
On a une équipe complète qui travaille depuis des décennies pour améliorer l'issue. Mais les derniers mois ont été, je dirais, vraiment riches en termes d'action. Donc, juste vous faire un bref exposé, puis justement pour mieux comprendre où on s'en va au niveau des prochaines étapes. Donc, au niveau provincial, on se bat vraiment pour l'accès au traitement modulateur de la maladie, dont Trikafta. Donc, on prône aussi à améliorer l'accès aux autres modulateurs, là, dont Orkambi et les autres des générations précédentes. On utilise toute une série de tactiques là, pour obtenir une couverture publique immédiate et étendue pour tous ces modulateurs du gène de la fibrose kystique. On commence par cibler les provinces et on attend des engagements fermes et publics de la part des ministres provinciaux de la Santé pour inscrire immédiatement Trikafta sur la liste des médicaments couverts et éventuellement le financer, tout ça en attendant l'examen positif de Santé Canada. Ce travail-là a déjà commencé, puis ça se poursuit. Là. Donc, en ce moment, vous avez peut-être vu passer sur nos fils le fait que Terre-Neuve et Labrador, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard ont pris des engagements formels. Et on va continuer jusqu'à ce que le Québec et les autres provinces se joignent au groupe. On cherche aussi à obtenir le soutien des élus provinciaux dans toutes les provinces par le biais de réunions de caucus provinciaux auxquelles participent tous les partis politiques, là, sans partisanerie. C'est une mouture, si on veut, provinciale de ce qui a été fait par Fibrose Kystique Canada au niveau fédéral à l'automne dernier, lorsqu'il a fallu sensibiliser le ministère de la Santé fédéral aux enjeux qui touchaient l'accès à Trikafta. Donc, la réponse hors partisanerie, comme j'ai dit, tous les formations souvent reconnaissent l'importance et l'urgence de ce que l'on réclame en termes d'accès aux médicaments. On met aussi en place des stratégies et des ressources provinciales pour la défense des droits pour faciliter le travail incroyable que les membres de notre réseau national de défense des droits, vous, les bénévoles, dont Charles vous en parlera peut-être plus en détail là, dans les minutes qui suivent. Mais tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une série d'outils qui sont développés justement pour faciliter le travail auprès des élus fédéraux et provinciaux pour faire entendre la voix des Québécois et des Canadiens touchés par la FK. Nous allons bientôt partager nos prochaines actions sur nos différents fils. Donc, suivez-nous parce que, comme l'a dit Pascal, c'est de faire entendre votre voix, votre histoire qui souvent va ajouter toute l'importance de l'enjeu. Au niveau fédéral, maintenant, on plaidoie principalement pour la stratégie en maladies rares. Donc, un processus rapide et équitable pour l'accès aux médicaments contre les maladies rares ou aux médicaments de précision. Bref, une stratégie en maladies rares. Le gouvernement fédéral, lui, va parler d'une stratégie d'accès aux médicaments onéreux. Visons plutôt la médecine de précision et les maladies rares. C'est une appellation qui est beaucoup plus juste et moins biaisée. Bref, si on veut, c'est le cœur de nos actions au niveau fédéral. C'est une bataille qui est difficile, mais il ne faut pas prendre les refus ou les non comme étant une fin, mais plutôt comme le début d'une conversation. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être un petit peu moins d'un an, tout était autour du CEPMB. On disait que les nouvelles règles qui allaient être mises en vigueur n'étaient pas nécessairement à la hauteur de ce que le Canada et les provinces espéraient créer comme environnement en santé. Eh bien, le CEPMB a été repoussé plus d'une fois et a encore été dernièrement repoussé au mois de juin cette année suite aux nombreuses revendications que des groupes d'intérêt comme la communauté FK ont fait savoir au gouvernement. Donc, on continue de pousser de ce côté-là. En plus de l'accès aux médicaments, l'équipe de Fibrose Kystique Canada a assuré une défense continue de la communauté canadienne et québécoise tout au long de la pandémie. On continue à plaider pour que vous et les membres de vos familles soyez prioritaires pour la distribution des vaccins dans chaque province. Et on va travailler en étroite collaboration avec les cliniciens spécialistes en FK partout au Canada dans le cadre de ces efforts, car ce sont des décisions qui sont prises au Québec, entre autres, c'est l'INES, comme l'a présenté Pascal un peu plus tôt. Il se base sur des besoins cliniques et des faits médicaux vérifiés. Donc, c'est vraiment grâce au partenariat qu'on a avec notre réseau de cliniciens experts et autres professionnels de la santé qu'on peut
mettre de l'avant tout le bien fondé de ce qu'on avance. On entreprend aussi également une étude scientifique importante et historique pour cerner le fardeau des soins que la maladie impose aux personnes touchées par la maladie et leurs familles. Donc, cette fameuse étude qui est assez unique en son genre, puis sans doute celle qui servira, si on veut, d'étude jalon à travers le monde, ça va fournir des preuves importantes qui viendront appuyer tous nos efforts de sensibilisation lorsqu'on essaie de sensibiliser, si on veut, des personnes qui sont externes à la réalité de la fibrose kystique et à l'impact que ça peut avoir au quotidien sur les familles qui sont touchées. Enfin, dans le cas fort probable d'élections fédérales, tel que mentionné par Pascal, Fibrose Kystique Canada est prêt à utiliser les possibilités que des élections peuvent offrir pour attirer l'attention sur nos enjeux d'accès et pour obtenir des engagements fermes de la part des candidats. Donc, je vais maintenant céder la parole à Charles Sirois, défenseur des droits, qui vous fera part de sa propre expérience de défense et vous parlera aussi du rôle important que jouent les défenseurs bénévoles et de la façon dont vous pouvez, vous aussi, vous impliquer. Donc, à toi, Charles. Merci, Olivier. Alors, on m'entend bien? Oui. Très bien. Excellent. Alors, merci de l'invitation, Olivier. Vous êtes, je le dis souvent, alors, il n'y a rien de plus plaisant pour moi de travailler avec une équipe comme Fibrose Kystique Canada. Alors, malgré le fait que vous êtes des employés, on sent vraiment que vous avez un cœur de bénévole. Alors, moi, c'est une grande source de motivation. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de formule miracle au niveau de la défense des droits. Par contre, je vais tout simplement vous parler de moi, de mon expérience, comment je la vis. Puis, c'est bien certain que c'est adaptable à chaque personne qui prend ce rôle-là. Alors, moi, j'ai tombé dans la marmite, je dirais, il y a environ 7 ans passés, où ma petite nièce Isa Maud a eu un diagnostic après 2 ans d'hospitalisation et de soins, de tout ça, le diagnostic fatal de la fibrose kystique. Alors, je me suis senti particulièrement interpellé. Et depuis ce temps-là, alors depuis 7 ans, j'interviens au niveau de la fibrose kystique, c'était particulièrement au niveau des collectes de fonds. Alors, par contre, il y a 2 ans passés, j'ai été sollicité par le directeur du Québec de Fibrose Kystique Canada, de la division du Québec, pour participer à une rencontre, une formation sur la défense des droits. Alors, j'ai accepté et j'ai tombé à nouveau dans la marmite parce que depuis ce temps-là, alors, je suis défenseur des droits. Alors, depuis 2 ans, je m'implique à ce niveau-là. Alors, ça a été le démarreur. J'ai quand même dû me positionner et me situer parce qu'au-delà de l'engagement national au niveau du Canada, particulièrement du Québec, sur la défense des droits, il n'en demeure pas moins que moi, j'habite dans une petite paroisse au Québec, à 1h30 d'Ottawa. Alors, bien sûr, il y a les médias sociaux, mais je devais quand même me positionner pour que ma voix, qui n'est peut-être pas si forte que ça, puisse prendre de l'ampleur. Alors, la première chose que je me suis adapté, que je me suis ajusté, c'était de déterminer pour moi qu'est-ce que ça représentait un peu la défense des droits. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai comme mis deux paliers d'intervention en ce qui me concerne. Il y a le palier, que je qualifierais de national, alors plus une intervention au niveau macro. Alors, des grands enjeux nationaux, comme par exemple, bien certain, l'accès aux médicaments et puis une stratégie en matière de maladies rares. Alors, ça, c'est des interventions dans lesquelles je m'implique, mais aussi des interventions au niveau micro, alors qui n'est pas vraiment attaché à une stratégie nationale d'intervention pour le bien commun de la communauté FK, mais pour des situations plus pointues. Alors, je me suis quand même tablé au niveau de grands objectifs, comme par exemple au niveau macro, je m'appuie essentiellement, moi, au-delà des enjeux nationaux sur lesquels on me positionne. Je m'enligne, je vous dirais, sur deux types de droits. Parce que moi, on dit défense des droits. Bon, mais quels sont ces droits-là? Les 2 droits fondamentaux, moi, que je m'accorde au niveau de la macro-intervention, c'est d'abord la Charte des droits et libertés de la personne du Canada et du Québec, et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Alors, ça fait peut-être pompeux, mais c'est vraiment la base de mes réflexions, de mes interventions, et j'ai aucun mal de citer des articles de ces lois-là, éventuellement, dans mes interventions, puis sans être capable de mesurer l'effet des interventions que je peux faire. C'est certain que j'en abuse, mais
un petit peu comme disait tantôt M. Chouinard, au-delà de ces droits fondamentaux-là, il faut que lorsqu'on parle, qu'on soit capable de personnaliser. Alors, moi, personnellement, c'est ce qui me motive le plus. Alors, maintenant, je connais des dizaines et des dizaines de personnes qui sont atteintes de fibrose kystique. J'entretiens des liens avec eux. Alors, que ce soit Isamaud, Mathis, Rosalie, Jennifer, Émile, en tout cas, je pourrais tous nommer avec qui j'entretiens des liens. Moi, c'est ma motivation profonde. Alors, si moi, je réussis à me motiver avec des visages, des noms, au-delà des statistiques, un petit peu comme disait M. Chouinard, je pense que c'est la façon d'interpeller pour laquelle on risque plus d'avoir des impacts. Alors, au niveau macro, c'est certain que j'ai fait des interventions dans le cadre de stratégies nationales, entre autres des rencontres avec les députés. Et moi, je couvre la région des Laurentides et de l'Outaouais. Alors, c'est deux grands territoires. Alors, un petit peu trop grand pour mes épaules. C'est pour ça que je me suis rallié d'autres ressources pour que ma voix puisse porter plus fort. Justement, par exemple, cet avant-midi, c'est mon 3e Zoom aujourd'hui. Avant-midi, j'étais en conférence avec la préfète de la vallée de la Gatineau ici, Mme Chantal Lamarche. Mme Lamarche va être la marraine de l'équipe de la MRC Vallée de la Gatineau, particulièrement pour intervenir au niveau de la défense des droits. Alors, la voix de Mme la préfète aura beaucoup d'impact, j'en suis convaincu. D'abord parce que lorsqu'elle parle, elle parle toujours au nom de 17 maires de la MRC ici, et elle a un très grand pouvoir de mobilisation. Alors, spontanément et rapidement, lorsqu'elle va prendre des positions, par exemple, les 17 maires vont la suivre et parfois, ça fait des petits tremblements de terre. Je vous donne un titre d'exemple ce qui s'est passé ici dans l'Outaouais au niveau du réseau de la santé. La région de Maniwaki était vraiment délaissée. Et suite aux interventions, il y a eu un grand brassage qui s'est fait là-bas, qui a même eu finalement le PDG du CISO, du centre de santé a même été congédié. Alors, ça brassait fort. Alors, parce qu'en plus, la préfète, en plus d'avoir un pouvoir important sur les 17 maires de sa région, elle a un pouvoir important au niveau des élus de l'Outaouais, alors les 3 autres préfets de l'Outaouais, les 3 autres préfets élus, et puis le maire de Gatineau. Alors, ces 5 élus aussi qui vont prendre des positions éventuellement par mon entremise, mais aussi en accompagnement. Alors, Madame la préfète va m'accompagner dans différentes représentations que je vais faire. Alors, tout ça avec des personnes directement impliquées au niveau de la COVID. Alors, dans mes rencontres, j'invite toujours des personnes, des parents, surtout, sans vouloir mettre du miel dans tout ça. C'est vraiment plus... Lorsqu'on parle, par exemple, d'enfants qui sont atteints de fibrose kystique, pour des raisons que j'ignore, ça interpelle beaucoup plus les personnes. Alors, pas que les personnes qui sont un peu plus âgées, ça donne moins de sympathie, mais rapidement, ça va ouvrir davantage les regards. Alors, souvent, je m'associe à ces personnes-là et ça va m'arriver aussi de m'associer à des personnes éventuellement un peu plus d'expérience aussi. Alors, c'est ça. Alors, j'ai intervenu, c'est ça, au niveau spécialement, j'ai fait des interventions au niveau des députations de l'Outaouais et des Laurentides en personne au tout début, avant la COVID. Ça se passait au début de l'année, puis vers la fin de l'année passée, puis plus en séance vidéo comme Zoom, comme aujourd'hui. Alors, je suis très présent sur les réseaux sociaux, alors, mais vraiment très, très présent. Et ça fait que j'ai réussi à rallier, je dirais, la cause des personnes qui n'ont absolument aucun lien, aucun contact avec les fibroses kystiques, ni amical, ni fraternel, ni en lignée familiale ou quoi que ce soit, mais qui, après un certain nombre de publications, adhèrent, je dirais, à mes préoccupations, puis vont même faire des interventions éventuellement. Alors, oui, ça va bien. Ensuite de ça, il y a beaucoup de lettres aussi que je vais envoyer, mais des lettres personnalisées. Alors, comme par exemple, j'envoie des lettres aux députés. Par exemple, une lettre que j'ai envoyée à la ministre de la Santé, Mme Adjou. Puis à ma grande surprise, elle m'a répondu avec un grand libellé d'environ 2 pages d'argumentaire. Alors,
je me suis aperçu, sans être capable de mesurer l'impact de mes interventions, je m'aperçois quand même que ce n'est pas des coups d'épée dans l'eau. Alors, dans quelle mesure ça sera tenu compte en bout de ligne, je ne sais pas, mais c'est clair que ce n'est pas des coups d'épée dans l'eau. Ça, c'est au niveau macro. Au niveau micro aussi, je fais des interventions, alors, qui sont moins d'envergure nationale. Alors, ça, c'est plus, je vous dirais, du cas par cas, ou quand j'identifie des problématiques qui sont mises à ma connaissance, alors je vais faire des interventions parfois directement. Alors, pour être capable de me positionner dans ce dossier-là, j'ai développé différentes stratégies, comme par exemple, je me suis approché du comité des usagers du centre de santé et des services sociaux de la vallée de la Gatineau. Alors, j'ai une parole privilégiée, je dirais, au niveau du secteur de la santé, parce que je peux avoir des interventions directes avec le réseau. Alors, je peux avoir un impact plus grand à ce niveau-là à cause de ça. Et je m'appuie essentiellement sur les droits des usagers au Québec pour être capable d'intervenir. Comme par exemple, il y avait un petit garçon de 6 ans qui, sa mère était vraiment exténuée par les traitements de physiothérapie de clapping. Alors, elle avait fait plein de démarches pour tenter d'avoir de l'aide, puis c'était impossible. Alors, moi, j'ai fait des interventions auprès de la commission scolaire, auprès du réseau de la santé, des services sociaux. Ça ne donnait rien. Finalement, je me suis adressé aux députés. Et puis, toujours en personnalisant très bien le débat, avec le visage de Mathis, puis le visage de la maman qui était vraiment exaspérée psychologiquement puis physiquement, qui n'en pouvait pas, qui n'en pouvait plus. Et puis finalement, ça s'est rendu au bureau du ministre. Et le ministre a envoyé une lettre au CLSC de Mont-Laurier pour aviser qu'il fallait absolument régler ce dossier-là et qu'il fallait aller de l'avant. Alors, depuis ce temps-là, Mathis a des traitements de physiothérapie, de clapping par une ressource externe. Alors, c'est un répit qui est accordé aux parents. Alors, les droits des usagers, les droits des personnes atteintes de fibrose kystique, c'est aussi ça. Un autre exemple qui me vient en tête, c'était un cas, par exemple, à Gatineau, et je vais terminer là-dessus, d'une personne qui avait, en pleine situation de COVID, vivait des consultations par téléphone avec son médecin à Ottawa, parce qu'on sait que la clinique de fibrose kystique en Outaouais est située au CHIO. Alors, pour une raison qu'on ignore, le ministère de la Santé a mis de nouvelles réglementations en place à l'effet qu'on ne couvrait plus les appels téléphoniques, les consultations téléphoniques. Alors, cette personne-là, était déjà atteinte, était déjà en train de lutter contre une bactérie importante. Il ne voulait pas se vulnérabiliser davantage. Alors, moi, personnellement, j'ai écrit, entre autres, au député ici de la région qui, lui, a adressé des représentations auprès du bureau du ministre. Encore là, je ne vous dis pas que c'est ce qui a fait pencher la balance. On ne saura jamais ces genres de choses-là. Mais encore là, on ne sait jamais quelle goutte va faire déborder le vase. Mais quand même, suite à tout ce qui s'est passé dans ce dossier-là, dans les jours qui ont suivi, dans un délai très rapide, le ministre de la Santé a renversé cette décision-là. Alors, il n'était même pas au courant. Ça s'est passé probablement au niveau des fonctionnaires. A renversé ça, puis finalement, un peu comme ça se passe au Québec, les consultations téléphoniques en télémédecine, il n'y a aucun problème et c'est accepté aussi pour Ottawa. Alors, c'est ça. C'était un petit peu ce que j'avais à vous présenter. Alors, j'ai été rapide. Alors, je ne sais pas si vous avez des précisions ou des questions que vous aimeriez avoir là-dessus. Merci beaucoup, Charles. C'était très évocateur. C'était une très belle façon de montrer tangiblement c'est quoi un défenseur des droits, qu'est-ce que ça fait, puis l'impact qu'il peut avoir sur la vie des familles qui accompagnent au quotidien. Puis, bien que le webinaire de ce soir portait principalement ça sur des grands thèmes marathons, là, si on veut, en termes de défense des droits, l'accès aux modulateurs, l'accès aux médicaments et sur l'innovation. Ce qui est important, un peu pour reprendre la citation de M. Dubé que Pascal nous a rapporté, c'est aussi le quotidien de ces familles-là, puis leurs droits fondamentaux aussi ont souvent besoin d'être défendus. Je rebondis sur l'exemple que tu as dit, la télémédecine transfrontalière entre le Québec et l'Ontario. C'est un bel exemple où, au moment où tu parlais à ton député avec un cas réel, un cas vécu, qui a sans doute rapporté au sein de l'organigramme du M3S. Au même moment, de notre côté, Fibrose Kystique Canada, on est en contact avec le bureau du ministre Dubé via Mme Perrault, qui a tout de suite saisi l'importance du problème et qui a fait le suivi à la RAMQ pour leur faire comprendre que ce n'était pas de la télémédecine, que c'était un plan de contingence dû à la COVID qui faisait que ce n'était plus du présentiel et que le code de facturation devait être accepté. Donc,
mais c'est sans le cas vécu rapporté par plusieurs députés, la démarche officielle qui peut être faite derrière le rideau, si on veut, du confidentiel avec le réseau, n'a pas tout son impact. Donc, la voix du patient est importante et c'est souvent ça qui fait la différence lorsque c'est le temps de faire avancer les choses. Donc, merci à toi, Charles. Merci pour tous les 250 défenseurs des droits qui sont membres du réseau de Fibrose Kystique Canada qui, comme ça, ajoutent bien des décibels à la voix des familles, des personnes touchées par la fibrose kystique. Donc, merci beaucoup. Je sais qu'on a déjà dépassé 2 minutes, mais il y a des questions qui ont été posées dans la chat room que je ne veux pas rater. Donc, la première, puis je crois, Pascal, tu vas pouvoir répondre très rapidement. Est-ce que l'APP a un impact sur le remboursement des compagnies d'assurance privée? Donc, ce fameux, là, une fois que c'est approuvé au niveau de Santé Canada, on le sait, les assureurs privés peuvent, à ce moment-là, commencer à l'inclure à leur plan. Mais est-ce que les conditions discutées à l'APP font une différence au niveau des assureurs privés? La réponse courte n'est pas du tout. L'APP négocie des ententes confidentielles, donc c'est les compagnies qui s'engagent souvent. Là, il peut y avoir plusieurs formules, mais principalement, c'est souvent une formule au volume. Donc, ils retournent une ristourne au gouvernement. Donc, c'est pour les régimes publics d'assurance médicaments, pas pour les régimes privés. Les régimes privés peuvent négocier avec les compagnies individuellement. Il n'y a rien qui les empêche de négocier les prix avec les compagnies, là, mais la négociation de l'APP n'a pas d'impact sur les assureurs privés. Donc, le privé a comme d'office son propre APP interne où ils vont négocier leur prix de gros. Oui, tout à fait. Une deuxième question. Le Trikafta est désormais autorisé par l'Agence européenne, puis les pays de l'Union européenne, la FDA, bref. Et ça t'est précisément adressé, Pascal, à votre connaissance, M. Chouinard. Le processus d'évaluation des médicaments au Canada est-il semblable à celui des autres pays ou si le Canada se distingue avec ses qualités et ses défauts? Là. En quelques mots, la réalité canadienne, c'est quoi comparé rapidement, il y a chaque processus d'évaluation des pays là, peut différer. On connaît aux États-Unis, c'est la FDA. Donc, la FDA va permettre un médicament. Puis ici, on a Santé Canada qui le permet. L'Union européenne se sont regroupés pour avoir leurs propres instances. Mais il y a des différences, des différenciations d'un système à l'autre. Le plus grand enjeu, c'est quand le médicament va être amené à Santé Canada, quand il va être amené. Donc, la FDA, on le voit souvent, la FDA passe toujours avant Santé Canada, l'Union européenne passe souvent avant. Donc, puis là, je ne veux pas arriver dans l'enjeu du CAPMB, puis toute la campagne que vous avez faite, une très bonne campagne que vous avez faite pour soulever les enjeux, mais c'est ça. Donc, le but, c'est que le Canada soit le plus rapidement, puisse, avec son système actuel, évaluer les médicaments. Oui, il y a des différenciations, mais je ne pourrais pas vous dire que c'est moins bon ou plus performant. C'est vraiment le moment à laquelle les compagnies vont déposer leur dossier. Petite question pour Charles ici. Merci, Pascal. Charles, pour ceux qui seraient tentés, mais somme toute un peu intimidés de contacter leur député, un conseil d'amis pour eux? Comment est-ce que demain, quelqu'un peut contacter son député s'il ne l'a jamais fait? C'est évident que pour atteindre un député, même si c'est un député d'arrière-ban, qui n'est pas ministre, qui n'est pas ministre de région ou peu importe, c'est certain qu'il y a un certain défi. Alors, je pense, dans un premier temps, c'est de tenter d'établir un contact avec l'attaché politique du député. Alors, si on établit des bonnes relations, des bons échanges réguliers, éventuellement, rapidement, ça ne prend pas de temps, que rapidement, on est capable d'établir des relations avec le député du comté. Là. Alors, c'est clair qu'eux sont dans une arène politique. Alors, quand on parle au nom d'une communauté, pas juste à notre nom personnel, alors il y a un aspect politique qui les interpelle au-delà de la situation humaine. Puis, si on réussit à traverser ça, c'est là qu'on est capable d'introduire ce qu'on veut discuter. Là. Mais je pense qu'il faut pas se sous-estimer. Il faut vraiment, vraiment avoir confiance, puis oser établir des contacts, oser le faire. Puis, si on est capable de s'associer à des personnes
ne sont pas nécessairement membres officiellement de l'équipe de défense des droits, mais des personnes qui sont en contact, qui ont des contacts privilégiés avec ces personnes-là. Ça aussi, c'est comme des clés qui vont nous aider à ouvrir les portes. Alors, on en connaît tous dans nos régions. Ah, magnifique. Ouais. Donc, bureau de circonscription, tout simplement? Oui, absolument. On appelle, on écrit? Directement au bureau de circonscription. En général, il n'y en a plus qu'un par comté. Alors, ici, dans notre comté, il y en a 3. Alors, moi, je m'adresse toujours au bureau de comté le plus près de chez nous. Alors, il y a plus de chances que je rencontre là-bas des personnes que je connais. Alors, c'est ça. On s'adresse à un bureau de comté de notre comté. Puis, directement, on annonce nos intentions. Puis, on nous considère. On n'est pas... il y a quand même un gros mouvement derrière nous autres. Puis, il y a beaucoup de pression aussi qui se fait au niveau national. Puis, les députés, jusqu'à certains points, particulièrement ceux du Canada, sont très briefés par des instances supérieures. Là, de telle sorte qu'à un moment donné, on a l'impression qu'ils donnent des réponses toutes faites. Là. Mais c'est clair qu'on réussit à défoncer certains murs, certains plafonds. Puis je pense que ça fait son bout de chemin. Alors, on s'adresse au comté sans aucune hésitation. Ouais. Parfait. Et c'est la même chose pour le volet provincial, surtout que pour l'accès au TRICAFTA, maintenant, on va rentrer dans le nerf de la guerre qui se situe plus dans la juridiction provinciale en santé. Donc, nos députés provinciaux vont être des personnes clés à démarcher pour pouvoir verbaliser, si on veut, tout l'enjeu qu'il y a autour de l'accès des médicaments d'innovation. Pascal, peut-être dernière question, le mot de la fin. Tu as parlé de l'UQAM. Comment est-ce qu'on fait le maillage entre l'UQAM et la réalité FK? Quels seraient quoi les points de convergence que tu dirais si vous avez à miser sur l'UQAM au Québec à travers la FK, ça serait telle ou telle idée? C'est une bonne question. Les priorités du ministre, c'est des priorités, pour utiliser les termes de Charles qui parlait de macro puis micro, c'est des priorités plus macro. Donc, il veut développer, s'assurer l'accès à un médecin. C'est aussi l'accès à des professionnels, l'accès à des spécialistes qui vont être en lien avec les gens atteints de fibrose kystique. Donc, c'est dans son développement des choses, on parle de changer la rémunération des médecins de famille. Ça va avoir un impact aussi sur la disponibilité des équipes multidisciplinaires auprès des gens de fibrose kystique. On parle, il y a le mot aîné, le A dans l'UQAM, c'était aîné, mais ça vient avec Marguerite Blais et les proches aidants. On le voit, là, Charles, c'est quelqu'un qui est un proche aidant, qui s'investit, qui travaille beaucoup. Donc, il ne faut pas oublier non plus les gens qui soutiennent des jeunes enfants atteints de fibrose kystique qui ont besoin d'aide. Donc, l'UQAM, c'est ses grandes priorités. C'est là qu'il perçoit certaines faiblesses. Vous, comme organisme, vous devez mener vos propres combats, je te dirais. Ce n'est pas essayer nécessairement de se joindre à des priorités existantes, d'essayer de se mettre un lien avec ça. C'est de dire, sont où vos priorités, puis le ministre, lui, dans l'ensemble de sa gestion des choses, il va voir comment il va pouvoir intégrer des pans qui vont pouvoir venir vous aider, faciliter la vie de toutes les personnes là, qui sont dans l'entourage des gens atteints de fibrose kystique. Puis c'est ça qui est la beauté de la politique. Chaque décision va avoir un impact. Ça va venir vous impacter positivement ou négativement. Donc, c'est de s'assurer quand le gouvernement prend des décisions qu'ils comprennent votre réalité, qu'ils puissent en prendre le plus souvent en considération afin d'avoir des impacts positifs et non négatifs. Bon, ben, magnifique. Donc, merci Pascal, merci beaucoup Charles, merci de nous avoir fait part de vos réflexions, de toute votre sagesse ce soir. Aussi un grand merci à ceux qui étaient présents en ligne. Merci aussi à ceux qui vont consulter l'enregistrement comme vous le faites souvent. Même pour ceux qui étaient en ligne, souvent le monde y revienne parce que c'est beaucoup d'informations qui sont transmises durant une séance comme ce soir. Donc, merci d'avoir été présent. Écoutez, pour connaître toutes nos initiatives, parce que vous voyez notre plan d'action, il est très riche en ce moment, je vous invite à suivre sur nos actions sur nos réseaux sociaux, sur notre site web. Inscrivez-vous à notre nouvelle infolette consacrée exclusivement aux nouvelles, aux histoires, aux mises à jour concernant la défense des droits et l'accès aux traitements et aux soins.
C'est un bulletin qui va s'appeler Le Défenseur. Donc, il sera lancé ce printemps. Vous allez sans doute recevoir les invitations. Vous allez pouvoir passer le tout sur nos réseaux. Donc, ça va être une bonne façon de se tenir à jour car on va rentrer dans le dernier sprint au niveau provincial et les actions vont se multiplier et vous allez être invité à venir vous joindre au mouvement afin de maximiser les chances de voir Trikafta être au chevet de nos patients québécois et partout au Canada. Comme toujours, si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes, vous pouvez nous contacter à l'adresse info@fkq.ca. On vous remercie encore une fois, messieurs Charles et Pascal, pour votre participation à ce soir. Merci aussi à tous nos bénévoles et toute l'équipe de Fibrose Kystique Canada au sein de l'équipe de défense des droits et des relations gouvernementales pour tout le travail que vous faites pour améliorer l'accès aux médicaments. Bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver bientôt.